La prochaine invitée est Marie-Claude Levasseur, qui est infirmière et œuvre au sein du CHU Sainte-Justine depuis 18 ans. Elle a travaillé comme infirmière clinicienne à l'unité d'hémato-oncologie et de greffe de moelle, ainsi qu'au département d'immunologie-rhumatologie. Elle occupe depuis les 2 dernières années la fonction de coordonnatrice des activités d'éthique clinique dans l'établissement ici au CHU Sainte-Justine. Elle participe également à plusieurs projets de recherche en éthique clinique et s'intéresse particulièrement aux enjeux reliés à la réalité des infirmières, ainsi qu'à l'intégration de la vision patient-partenaire dans notre établissement. Le titre de sa présentation aujourd'hui, c'est « Les enjeux éthiques des essais expérimentaux de phase 1, une perspective d'infirmière ». Merci. Merci Marie-Claude. Bienvenue Marie-Claude. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. D'accord. Donc, je pense que vous avez vu un peu les objectifs dans la publicité, donc je vais débuter tout de suite. D'abord, en vous disant que je ne vais rien vous apprendre quand on parle du métier d'infirmière, pourquoi on décide, pourquoi on choisit d'aller dans ce métier-là. Bien, c'est parce qu'on a le goût d'aider, de faire du bien, de prendre soin. C'est la grande théorie qui sous-tend les soins infirmiers, le caring. Donc, les infirmières qui choisissent d'aller dans ce métier-là, il y en a certaines qui vont décider d'œuvrer dans des milieux qui sont hors du commun, des milieux qui ont une charge au quotidien d'émotivité qui est exceptionnelle. Puis c'est pour ça que ces infirmières-là, puis ces travailleurs-là vont se faire dire tout au long de leur vie comment tu fais pour travailler là-dedans, jour après jour, semaine après semaine. Moi, mon hypothèse, c'est que ces personnes-là sont capables de travailler là parce qu'ils poursuivent ce même objectif-là de faire le bien, aider les familles, même dans des situations qui sont souvent extrêmement complexes, même quand plusieurs fois par année, on sait qu'on ne réussira pas à guérir les enfants. Donc, quand on explore les enjeux éthiques des essais expérimentaux de phase 1 selon une perspective infirmière, c'est très intéressant de pouvoir comparer un peu ce que dans la littérature, la théorie à la pratique. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc, j'ai identifié 4 défis éthiques qui sont au cœur, je vous dirais, de la profession infirmière quand on travaille auprès des enfants en oncologie pédiatrique dans les essais expérimentaux. Donc, on va les regarder ensemble aujourd'hui. À cause des enjeux de temps, bien évidemment, on va survoler ces défis-là. Puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ces mêmes défis-là, mais voir comment ça se passe chez nous avec une vidéo que j'ai réalisée à la fin août, début septembre, avec mes collègues, que je remercie d'ailleurs. Il y en a sûrement certains dans la salle. Donc, mes collègues infirmières avec qui ont généreusement décidé de participer à cette interview-là. Donc, les défis éthiques qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, donc le rôle de l'infirmière en oncologie pédiatrique dans ce contexte-là, l'implication dans le processus décisionnel, le consentement, puis finalement, en fait, le concept de faire du bien, puis la notion d'espoir, parce que c'est une notion qui est vraiment intéressante, je pense, à explorer dans ce contexte-là. Puis ensuite, on va regarder le vidéo. Donc, le rôle de l'infirmière en oncologie pédiatrique, dans le contexte qu'on connaît, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est évidemment donner des soins de qualité, faire la coordination des soins. On dit aussi que les infirmières, on a le rôle d'advocacy, ça veut dire être un peu la voix du patient. On a un rôle d'enseignement. Puis, dans certains centres, les infirmières cliniciennes sont aussi des assistantes de recherche. Donc, ce sont donc les infirmières qui vont prendre soin des patients et cumuler des données de recherche. Donc ça, c'est un enjeu en éthique, en bioéthique qui est très, très bien connu. On appelle ça l'enjeu du double rôle. C'est un enjeu, des fois, qu'on partage avec nos collègues médecins qui, des fois aussi, partagent ce même rôle-là. Pourquoi c'est un enjeu important? Pourquoi c'est un enjeu dont on doit être conscient? C'est que c'est démontré que les familles qui ont des décisions difficiles à prendre vont être influencées par les gens qui les entourent, particulièrement par les gens qui prennent soin d'eux. Donc, c'est important d'avoir en tête là, de jamais exercer on va dire, d'influence, parce que des fois, c'est même de l'influence qu'on ne se rend même pas compte. Donc, d'être conscient de cet élément-là qui est vraiment très, très important. Le deuxième élément, le rôle d'advocacy qu'on doit jouer auprès des patients, être la voix du patient, quand on voit, si on a des infirmières qui ont ce double rôle-là, ça peut causer des questionnements, parce qu'on se dit, comment c'est possible d'avoir vraiment, de mettre la voix du patient en priorité quand, en fait, on a des intérêts dans le recrutement.
En fait, quand on est pris dans ces situations-là, je pense que l'important, puis c'est ce qui est démontré, c'est d'avoir vraiment la conscience de toujours mettre les intérêts du patient avant les données de recherche. Moi, mon cœur me dit que ça, c'est très, très faisable. C'est certain, le recrutement, s'il y en a qui avaient des enjeux financiers là-dedans, peut-être ce serait complexe, mais quand on a les enfants devant les yeux, en général, donc l'idée de garder toujours le meilleur intérêt du patient qui passe avant le cumul des données. Donner des soins de qualité. Donc ça, c'est intéressant parce que, en lisant, révisant la littérature en préparation, je voyais qu'il y avait certains auteurs qui questionnaient le fait d'intégrer, si vous voulez, les infirmières de recherche, donc dans les centres où l'infirmière de recherche n'est pas l'infirmière clinicienne, donc quand les rôles sont séparés, questionnaient le fait d'intégrer les infirmières de recherche à l'équipe soignante, puis de les présenter comme étant partie intégrante de l'équipe soignante. Donc, ces auteurs-là, j'ai pas mis la référence, mais disaient que ça pouvait créer de la confusion chez les patients. Et puis là, moi, je me suis risquée à poser la question à une de nos infirmières de recherche qui a failli s'étouffer en se disant mais voyons, évidemment que je fais partie de l'équipe soignante, évidemment que mon rôle est beaucoup plus ample que de seulement cumuler des données. Donc en fait, la perception de ce qu'on fait, puis le sens de ce qu'on a, on va voir dans la vidéo un peu plus tard, mais c'était quand même une réaction intéressante. Puis encore une fois, quand on compare la théorie à la pratique, là, on peut découvrir des choses. Ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, quand on travaille avec des enfants qui sont à ce stade-là de leur maladie, je pense, c'est vraiment la nouvelle collaboration. Donc, il y a des zones grises entre l'infirmière de recherche, l'infirmière clinicienne qui va s'occuper du patient, mais une collaboration qui a l'air très, très riche puis qui est, je pense, optimale là, vraiment pour tout le monde. Ensuite, le processus décisionnel partagé. C'est un processus qui est souvent mis de l'avant de plus en plus. La différence avec ce processus-là, c'est en fait différent que la dyade médecin-patient qu'on connaissait peut-être auparavant. Donc, on peut penser que le processus décisionnel partagé, ce qui favorise, c'est l'implication de d'autres intervenants dans le processus. Donc, on peut penser que l'infirmière est présente, évidemment le médecin, le parent et l'enfant. Quand donc, étant donné que l'infirmière devrait avoir sa place à apporter quelques commentaires, des observations, si elle avait des réserves concernant l'éligibilité d'un patient, s'il y a de l'information sur le contexte psychosocial qui pourrait peut-être apporter de l'information à l'équipe. C'est très, très important que cette information soit entendue parce que nous, en fait, c'est les infirmières qui vont voir les patients si souvent, qui vont les toucher, regarder les parents dans les yeux. Donc, en général, si les infirmières ont des réserves, puis qu'on les entend pas, c'est certain qu'à long terme, ça peut causer de la détresse morale. Donc, de travailler en équipe, très, très important. Même si on n'a pas un rôle décisionnel, on peut quand même amener une plus-value à l'équipe. Étant donné qu'on est dans un peu l'implication des infirmières au niveau du processus décisionnel, je trouvais ça intéressant de regarder, c'est quoi les connaissances en général des infirmières sur, disons, par exemple, l'objectif des phases 1. Donc, j'ai trouvé une équipe qui a mesuré ça. On ne parlera pas de tous les éléments, mais un des plus importants, qui était quand même assez sécurisant, c'est que les infirmières comme les médecins, étaient d'accord avec le fait que les essais expérimentaux, ce n'était pas un objectif curatif. Donc ça, c'est campé, c'était quand même assez rassurant. La même équipe a aussi mesuré un peu l'impression des infirmières à savoir pourquoi les familles vont dire oui aux essais expérimentaux. La plupart disaient que c'était effectivement pour garder l'espoir parce qu'ils voulaient des nouveaux traitements, ils n'étaient pas prêts à arrêter. Puis je porte votre attention sur la dernière chose qu'ils ont mesurée, très petit pourcentage de la réponse des infirmières et des médecins qui pensaient que les familles allaient peut-être choisir d'aller de l'avant dans ces essais-là, mais seulement dans l'objectif de cumuler les données de recherche pour les autres. Le processus décisionnel partagé, ce n'est pas un processus qui est sans risque. Si on veut que ça marche, c'est important de bien le faire. C'est intéressant parce que, étant donné qu'on est plusieurs acteurs, on peut avoir différents yeux, différentes lunettes, puis peut-être être meilleur à observer les signes si jamais c'est le temps d'arrêter. Par contre, c'est un processus qui doit être fait dans un climat de confiance. Donc, il faut cette confiance-là, en général, elle prend du temps à gagner, mais c'est très, très important que ce soit ça l'ambiance entre les familles et les différents membres qui vont prendre ces décisions-là.
la nécessité d'un engagement professionnel, émotionnel. J'ai aussi le goût de vous dire la nécessité de prendre le temps. Hein. C'est pas évident dans le contexte dans lequel on vit, mais ce sont des décisions tellement importantes qu'il faut vraiment s'arranger pour prendre le temps. Le dernier élément, c'est l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, évidemment, des familles. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça a été, c'est noté, puis on l'entend, que pour les familles dont l'enfant ne va pas répondre aux critères des essais expérimentaux, bien, ça peut être très, très dur. Des fois, des familles se font retirer un peu leur accès aussi à cause de plusieurs raisons. Donc, ces familles-là ont besoin d'accompagnement. Un sujet vraiment intéressant. Là, malheureusement, on ne pourra pas en parler plus amplement aujourd'hui, mais je voulais quand même qu'on le soulève. Troisième défi, le consentement. Là, on est bon, je pense. Donc, les infirmières de recherche, donc semble dans la littérature vraiment dire que ça, c'est une des parties très, très importantes dans leur travail. On dit aussi que la participation des infirmières, là, j'ai l'air fière, mais améliore le processus. On a tendance aussi à peut-être aller chercher des nouveaux outils pour que ce soit plus facile, la compréhension auprès des familles et auprès des enfants. Donc, c'est très, très intéressant. Il faut dire quand même que le consentement, on connaît les notions de base, mais les consentements en oncologie pédiatrique, dans les contextes de phase 1, ce ne sont pas des consentements comme d'habitude. D'abord, on a l'enjeu que ce ne sont pas les personnes qui vont recevoir le traitement qui décident. Donc, les consentements qui sont faits par un tiers, c'est toujours plus compliqué. Ce tiers-là, ce sont les parents, des parents qui sont souvent extrêmement bouleversés. Certains parents, des fois, sont en choc. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident non plus parce qu'on doit être très, très clair concernant les risques et les bénéfices avec ces gens-là qui nous écoutent. Bien sûr, on essaye le plus possible d'impliquer l'enfant dans le processus en trouvant des façons. Donc ça, faut le garder en tête. Puis le dernier élément, dire la vérité en essayant de conserver l'espoir. Vous allez me dire, dire la vérité, me semble que c'est évident. Vous seriez surpris des histoires, des fois, qu'on entend dans certaines cultures, ou même pour un parent. Des fois, on a l'impression que dire la vérité, ça va causer plus de tort. Donc, des situations qui sont extrêmement complexes, mais en tout cas, globalement, vous dire que c'est un consentement quand même qui est hors du commun, à mon avis. Le dernier défi éthique que je vous propose, c'est ma fameuse prémisse du nursing, à faire le bien. Est-ce qu'on peut vraiment avoir l'impression de faire du bien quand on propose une étude de phase 1 ou quand on est impliqué dans ce processus-là, quand on sait qu'en fait le but ultime, c'est d'accumuler des données pour le bénéfice des autres? Souvent, on est avec, on l'a nommé tantôt, une population qui est extrêmement vulnérable, et les enfants et les parents. Des fois, on est face à des situations où l'enfant est dans un état général extrêmement précaire. Puis, on doit composer avec les attentes qui sont là des parents. Donc, ce que j'ai regardé, c'est de voir un petit peu comment les infirmières perçoivent cet élément-là de dire est-ce que je suis en train de faire du bien vraiment? La perception qui est nommée, les perceptions qui sont nommées, donc l'espoir d'amélioration de la qualité de vie, espoir de diminuer la douleur, stabilisation des symptômes. Donc ça, c'est des éléments qui étaient partagés par les membres de l'équipe et puis qui disaient qu'ils se donnaient le droit d'avoir ces espoirs-là parce qu'ils le voyaient dans la pratique. On parlait aussi d'un certain effet positif psychologique du fait d'avoir le contrôle sur quelque chose, puis évidemment, comme on en a parlé, de contribuer à l'avancement de la société. Donc ça, c'est vraiment des éléments intéressants qui étaient assez nouveaux pour moi. Je ne pensais pas que ces espoirs-là étaient si grands, mais semble-t-il, oui. Par contre, on insiste sur le fait que le rôle des cliniciens, c'est vraiment d'être vigilant concernant les attentes, puis c'est correct d'avoir certains espoirs. Par contre, il faut s'assurer que les parents, on les garde avec nous, puis que les attentes ne deviennent pas disproportionnées. Puis ça, c'est vraiment notre rôle aussi d'être témoin de ça, puis d'y faire attention. Quoi faire si les familles gardent espoir malgré tout? Ça, je l'ai vu quand même assez souvent dans ma carrière. On dirait, comme soignant, on aurait le goût que les familles, là, qu'on est très, très certains, des fois, on veut confirmer. Est-ce que vous êtes certain que c'est fini? Vous comprenez bien? Puis des fois, on reconfirme. Puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce que l'espoir, c'est dangereux? J'ai été étonnée de voir. Puis
beaucoup dans la littérature à quel point finalement c'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on va nécessairement tuer l'espoir, c'est un espoir qui va se transformer, puis que finalement le soignant pouvait être un guide avec la famille pour essayer de transformer cet espoir-là. Donc je pense que c'est des choses qu'on peut garder en tête. Maintenant, on peut se regarder le nombril. Là, c'est pas Hollywood, hein, vous savez, j'ai fait ça avec les moyens du bord. Ah, oups, on n'est pas encore au merci. Vous êtes prêts? J'aurais le goût de baisser les lumières comme au cinéma, mais en tout cas. Fait que, on regarde ça puis on s'en reparle après. Je sais pas si j'ai mon technicien là, qui est là. Donc, au début, d'être là quand le médecin explique le consentement, par exemple. Après ça, je passe comme 1 heure avec les familles pour revoir en détail le consentement avec eux autres, okay. Leur donner toutes les informations sur c'est quoi l'étude qu'on leur propose, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça va impliquer pour eux. Et après ça, je les revois en clinique à toutes les semaines avec le médecin pour évaluer comment ça se passe, répondre à leurs questions, puis aussi être attentive à tous les effets secondaires qui peuvent se passer pendant l'étude. Je me considère comme faisant partie de l'équipe soignante, du fait que je dois rencontrer les familles à toutes les semaines et vraiment collaborer aussi avec l'infirmière pivot, avec les soins palliatifs. C'est vraiment parce qu'ils sont pas prêts à arrêter, parce qu'ils veulent essayer autre chose. Puis même si on leur dit qu'il n'y a pas beaucoup de chances de guérison, mais eux autres, ils veulent au moins la chance de répit, que la maladie reste stable pour un bout, puis que ça puisse leur donner du temps privilégié avec leur enfant. Ils sont toujours heureux aussi de participer à la recherche, mais c'est rare qu'ils vont accepter juste pour ça. Mais il y en a qui disent moi je veux collaborer pour que ça aide d'autres enfants. Si ça m'aide pas moi ou mon enfant, au moins ça va aider d'autres enfants. Vous direz quelle proportion à peu près vous dites oui d'habitude? C'est la plupart? 99%. 99%. L'enfant est partie prenante dans tout ça. Et ça, c'est au début, puis tout au long. Comme il y a des fois, il y a certains enfants où on se demande est-ce qu'il veut continuer, est-ce que c'est les parents qui poussent. Alors, on en parle avec la famille, puis on parle avec l'enfant tout seul aussi, pour vraiment voir toi où t'en es. Est-ce que ça te convient de continuer? Est-ce que tu as le goût de continuer ce traitement-là? Donc, l'enfant, puis même les enfants très jeunes, c'est surprenant comment ils peuvent comprendre, puis nous faire part de certaines choses. Je pense que le rôle est à peu près similaire dans le sens où je vais continuer à coordonner les soins, à soutenir la famille. Les rôles restent à peu près les mêmes, mais c'est sûr qu'il y a une plus grande collaboration avec les infirmières de recherche. Souvent, c'est pour continuer à garder espoir. Je pense que c'est des enfants qui sont en soins palliatifs et qui le savent. Ils savent qu'on ne réussira pas à les guérir, mais veulent continuer à garder espoir. C'est pas toujours un espoir de guérison. C'est souvent un espoir d'amélioration ou d'avoir un petit peu plus de temps, là, de meilleure qualité. Mais je pense que c'est important qu'ils gardent espoir.
sinon, mais d'avancer, de continuer nos journées normalement. Je pense qu'il n'y a pas grands enfants ou familles qui sont capables de le faire si on leur enlève. Mais un patient sous étude, on leur dit toujours au début, puis on leur dit aussi dans le processus, si jamais pour quelconque raison, t'en veux plus, t'as trop d'effets secondaires, ça te tente plus de venir à l'hôpital, t'es fatigué, peu importe la raison, c'est pas un contrat qu'on signe à vie. On peut arrêter n'importe quand. La mère nous a dit qu'elle savait très bien qu'en venant ici, on ne guérirait pas son fils. Mais au décès, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a remercié parce que, elle nous a remercié parce qu'on lui avait redonné son fils pour ses derniers 5 mois de vie. Oui, notre rôle auprès des familles, elle est support, proposer des interventions qu'on puisse avoir dans le traitement du confort du patient dans toutes ses sphères. Donc il y a le patient mais sa famille aussi de manière élargie. On évolue en fonction de leurs besoins, mais aussi des besoins des équipes. Il y a des petites, comme je dis, et des grosses questions dans lesquelles on intervient. C'est une forme d'espoir et puis de ne pas baisser les bras. Je ne vais pas parler pour les parents, mais peut-être que c'est aussi faire avancer les choses. Et on est en oncologie avec des parents qui cherchent beaucoup aussi à donner du sens, parfois là où il n'y en a pas. Et puis pouvoir, comment je vous dirais, faire avancer aussi peut-être la recherche et savoir où on s'en va. Et puis pour eux, des fois, de leur dire il y a eu des résultats grâce à ça, même si leur enfant n'est plus, parfois ça aide aussi pour certains deuils, ça j'en suis persuadée. Il faut savoir que les soins palliatifs, c'est pas que la fin de vie, au contraire, ça c'est vraiment un mandat, j'ai envie de dire, extrême de ce qu'on fait. Nous finalement, si je dois résumer en quelques mots ce qu'on fait, on est les garants de la qualité de vie dans ce que vit l'enfant dans sa maladie, quel que soit le choix de traitement. Et peut-être que la phase 1 est là pour effectivement alimenter des informations aussi en termes de recherche, mais c'est pas que ça, c'est aussi offrir du temps à l'enfant, un temps de qualité. Oui, il y a un protocole à suivre, oui, il va venir le plus souvent à l'hôpital, mais justement, avoir les soins palliatifs, pour moi, c'est de se dire jusqu'où on va, et puis est-ce que il est raisonnable de continuer, est-ce que c'est raisonnable de sortir de la phase 1 et puis quoi qu'il arrive, nous on est là avant, pendant, après. Fait que je pense que le lien, en tout cas pour moi, il est évident. Merci. Je peux vous dire, au final, hein, qu'on apprend toujours de nos expériences. Alors là, je sais qu'il ne faut pas dire « après chaque question. Je sais aussi qu'évidemment, tenter de ne pas peut-être faire les interviews dehors quand il y a des gros camions qui passent. Ça aussi, c'est bon. Fait que je vous mets une photo de nos ancêtres, comme dirait Michel, qu'on aime beaucoup. On a lui qui est encore là, hein, il est rendu avec du poêle et tout, qui a grandi. Fait que merci beaucoup.